Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Je m'appelle Nevin Barnett et sur ce podcast, nous explorons ensemble les stratégies et les outils qui nous permettent d'atteindre notre plein potentiel, vivre une vie plus saine, plus heureuse, plus productive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut, qui est un apnéiste français, record sur pas mal de disciplines. Ça fait un sacré moment qu'on essaye de faire ce podcast, Thibaut, donc je suis extrêmement heureux de t'avoir aujourd'hui. Vu que ça fait un moment qu'on doit faire le podcast, j'ai aussi compilé à chaque fois une question. J'ai une fiche podcast Thibaut et à chaque fois que j'ai une idée, je rajoute des questions. Je me dis, le podcast, il va être interminable. Donc, je suis content T'inquiète pas. on puisse enfin le faire. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci de m'inviter. Ça me fait plaisir de faire ce podcast avec toi depuis le temps qu'on doit le faire. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Thibaut et je suis apnéiste professionnel. Je fais ça depuis à peu près. J'ai commencé l'apnée il y a une dizaine d'années et ça a été tout de suite le coup de foudre. Donc, je m'y suis mis un peu à plein temps. Jamais avec l'idée de devenir nécessairement professionnel en tant qu'athlète, hein, plus pour enseigner l'apnée. Mais petit à petit, j'ai découvert que j'avais du potentiel et puis surtout, j'aimais tellement ça qu'avec la progression, etc., c'est venu un peu naturellement de me mettre à faire des compétitions. Et voilà, et depuis, eh ben, je partage mon temps entre enseigner l'apnée aux Philippines dans mon club d'apnée et faire des compétitions quand je le peux. Ça, par exemple, ces 2 dernières années, un peu moins parce que j'ai ouvert un nouveau club d'apnée, mais là, j'ai vraiment l'intention, l'année qui vient, de revenir un peu plus dans le jeu des compétitions internationales. C'est ce que tu avais posté il y a quelques jours, je crois, sur tes réseaux. C'est que tu t'es beaucoup aussi investi. Alors, tu avais ton club de plongée, tu étais aussi instructeur pour Molchanov, qui est un des plus grands groupes d'éducation aujourd'hui pour les gens qui veulent apprendre l'apnée. Je sais que tu t'es investi pas mal là-dessus aussi. Là, d'après ce que tu disais, c'est que tu allais prendre un peu plus de temps justement pour te focaliser sur les compétitions. Donc, on a hâte de voir ça. Ouais, bah, c'est vrai que en plus d'enseigner, je travaillais pour Molchanov comme chef de l'éducation, donc écrire les manuels, updater les manuels existants, et puis tout un tas d'autres responsabilités qui me prenaient pas mal de temps. Et bah là, je suis vraiment content de ce qu'on a accompli, du travail qu'on a fait. Donc, c'était un peu le bon moment aussi pour moi pouvoir préparer la saison prochaine un peu plus sereinement, de passer la main à quelqu'un d'autre et de me focaliser seulement sur le club et mes entraînements. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant avec l'apnée, c'est que souvent on se dit ah ouais, bah, c'est des gens qui font ça qui sont depuis tout petit, et du coup j'ai 20, 30 ans et je peux pas me mettre à l'apnée parce que j'aurais pas, tu vois, ça va me prendre trop de temps pour accéder à un certain niveau ou même pour m'amuser parce que j'arrive même pas à retenir ma respiration pendant une minute. Et comme tu l'as dit, toi finalement, tu as commencé l'apnée, tu avais déjà 20 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Oh, j'avais même 30 ans, j'en ai 40 maintenant. Donc, Ok. j'ai commencé, j'avais 31 ans. Ok, d'accord. Donc, et bon, alors peut-être tout le monde n'a pas tes capacités d'une certaine manière, mais entre être, tu vois, champion du monde et s'amuser et pouvoir profiter bah, de tout ce que te permet de faire l'apnée, que ça soit, tu vois, dans d'autres disciplines. Moi, je pense au surf parce que je surfe beaucoup, ça m'aide beaucoup d'être beaucoup plus serein dans des conditions un petit peu plus extrêmes. Et surtout, j'adore l'apnée, repousser un petit peu mes limites aussi en profondeur, en exploration, quand tu te balades, quand tu fais un peu de snorkeling ou des choses comme ça. Euh, quelle était ta relation avec l'eau avant de découvrir l'apnée? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si déjà tu nageais, tu étais en relation avec l'océan depuis tout petit ou même pas? Alors, j'ai toujours été confortable dans l'eau et j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est vrai que depuis tout petit, les 2 mois de vacances scolaires, je les passais souvent chez mes grands-parents qui habitaient pas loin de la mer, donc on était à se baigner tous Mhm. les jours. Mais hormis ça, je faisais pas particulièrement de natation ou autre. Plus tard, mais j'avais déjà 25 ans, je me suis mis un peu au triathlon, donc j'ai nagé beaucoup et puis je nageais aussi juste pour faire du cardio, mais en piscine, etc. Après, c'est sûr que j'ai eu des facilités, mais
je le vois, on enseigne à des gens de tout âge, toute catégorie, et c'est exactement, il y a une chose qui revient beaucoup, c'est ce que tu mentionnais. Beaucoup de gens arrivent en disant, bon, je viens pour essayer, mais moi, je peux même pas retenir ma respiration plus de 30 secondes. Et on a parfois l'image de l'apnée, justement, qu'on va devoir pousser un peu ses limites pour y aller, et pour pouvoir. Et en fait, tu l'as expérimenté toi-même, hein, finalement, c'est beaucoup de relaxation et c'est beaucoup de sensations de relaxation, même quand on est sous l'eau. Et d'ailleurs, c'est la condition pour ensuite aller plus profond, etc. Donc, c'est au final, quel que soit l'âge, on peut vraiment en un temps relativement court, être à l'aise à 20 mètres de profondeur, aller se balader, voir les poissons, etc. Donc, il y a vraiment pas de limite. Et certains des meilleurs apnéistes au monde, ils sont même un peu plus âgés que moi. Abdelatif Alouache, un Français qui est très très fort dans toutes les disciplines, il a 45, 46 ans. Et voilà, donc après, c'est sûr que de commencer à 10 ans et de faire ça comme certains des champions d'aujourd'hui, ça aide, hein, mais avec le bon entraînement et puis la motivation, ça se rattrape en un sens. Après, on a aussi une génération qui arrive maintenant de top athlètes qui viennent d'autres sports, de la natation synchronisée, de la natation, donc ils partent avec quand même une base énorme, notamment au niveau des capacités physiques. Et du coup, on arrive à avoir des gens qui progressent très très vite. Et il y a 10 ans, d'aller à 100 mètres en 1 ou 2 ans, c'était considéré comme waouh. Maintenant, c'est toujours quelque chose qui arrive pas tous les jours, mais ça commence à se voir plus régulièrement. Ouais. Euh, Toi, qu'est-ce que ça t'apporte l'apnée? Pourquoi t'as été mordu un petit peu par ça quand t'as essayé? La première chose, moi, ça a été les sensations. Justement, je m'attendais pas du tout à ça, de descendre dans l'eau, d'avoir aucune envie de respirer, et puis cette sensation de plus rien peser et d'être vraiment en apesanteur. C'est un peu comme voler, hein, et ça m'a énormément plu. Et le fait que ce soit un sport. Avant ça, je faisais beaucoup de plongée bouteille et je comptais en faire mon métier. Et j'aimais beaucoup ça, mais ça restait une activité qui peut être technique, engagée, voire dangereuse, hein, tout ce qu'on veut, même extrême, mais c'est une activité. Et vraiment le côté sport, parce que c'est un sport en plus d'adaptation, donc d'avoir des routines, de s'entraîner régulièrement et de progresser en fonction de ça, ça m'a beaucoup plu aussi, le côté vraiment sportif. Et du coup, alors, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans l'apnée, c'est comme tu disais, je le vis un petit peu comme une méditation. C'est vrai que j'ai du mal à méditer, en fait, sans un travail du souffle. Et c'est vrai que l'apnée, ça te force, en fait, dans un état méditatif parce que tu es obligé de te mettre dans cet état pour pouvoir partir sous l'eau. T'as pas le choix, en fait. Et je pense que c'est un peu ce côté-là qui me plaît et qui marche pas mal avec moi. Du coup, est-ce que le côté compétitif, parfois, ça peut être problématique, tu vois, justement, entre la recherche de performance d'un côté, parce que forcément, tu essayes de progresser, tu essayes de te pousser d'une certaine manière plus proche de ta limite, et ce côté plaisir, méditatif, tu vois, rester dans des conditions psychologiques le plus détendues possible et de se détacher totalement de la pression et tout, quoi. Alors, le fait de faire des compétitions, tout dépend comment on l'aborde. Et c'est vrai que moi, j'ai mis un peu comme j'avais pas fait vraiment de compétition étant plus jeune dans d'autres sports, etc. J'ai mis pas mal de temps à m'adapter à ça, à être moins sensible au regard des autres aussi. C'était quelque chose qui me stressait beaucoup en compétition. Et, mais finalement, tu vois, maintenant, quand je fais des plongées très profondes, que ce soit en compétition ou en entraînement, c'est des plongées qui sont beaucoup plus relaxes que quand je faisais mes premières plongées à 50, 60, 70 mètres, parce que justement, c'est une approche qui est tellement dans la relaxation et c'est vraiment trouver, alors après, on peut l'appeler de plein de manières différentes, hein, être dans le moment, trouver son flow, être dans la zone, etc. Et, euh, et en fait, comme c'est une condition sine qua non, finalement, quand tu es en compétition, oui, tu as un petit peu plus de stress autour qui peut-être va
ça va être un peu plus, c'est un challenge de se mettre dans cet état-là, mais ça aussi apporte beaucoup de choses. Ben voilà, ça m'a fait faire de la préparation mentale, etc., qui a finalement décuplé le plaisir aussi que je ressens, que ce soit en entraînement ou en compétition. Et, euh, et non, je pense que c'est pas du tout contradictoire. Et d'ailleurs, en apnée, on dit souvent aux débutants, faut surtout pas penser aux chiffres, à la profondeur, etc. Et je suis pas 100% d'accord avec ça. On a tous quand on fait de l'apnée de profondeur, on veut tous descendre un peu plus profond qu'avant, donc on a tous un chiffre en tête. Mais et ça, je pense que c'est pas grave du tout. Après, l'idée c'est juste de se dire tiens, je veux aller à 40 mètres, je veux aller à 40 mètres. Ça t'aide pas à aller à 40 mètres. Donc ensuite, c'est comment je fais pour aller à 40 mètres, tout ce sur quoi je dois travailler. Et finalement, si tu fais la liste de tous les facteurs qui peuvent te limiter, si tu travailles sur tous ces facteurs et que tu les améliores tous, ben, tu vas plus profond. Il n'y a pas d'autre solution, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est que ce chiffre qui est ton objectif, finalement, il devient une conséquence de tes entraînements, etc. Donc après, je dirais, la compétition, c'est juste mettre ça en application sur une plongée, mais finalement, c'est tout le plaisir que tu as pris dans tous les entraînements qui t'ont mené là. Et si tu arrives juste avant ta plongée de compétition à penser à ça et à te dire, bah, voilà, j'en suis là, c'est une chance de pouvoir faire cette compétition, je me suis entraîné pour, etc., c'est le moment. Bah, du coup, finalement, tu arrives vraiment à bien gérer le stress et à te retrouver dans la zone même parfois mieux qu'en entraînement, parce que quand tu es dans une compétition, tu te mets dans le bon état d'esprit pas mal avant, tu as à t'occuper de rien que de toi quand tu t'entraînes, ben, tu as, ton training buddy avec qui tu t'entraînes, tu as, plein de petits autres paramètres à gérer. Alors que là, dans une compétition, tout est fait pour toi, tu n'as rien à faire que de faire ta plongée dans les meilleures conditions possibles, avec une super équipe de safety, un médecin qui est là, enfin tu vois, c'est du coup, tu peux le voir aussi comme c'est l'occasion de faire une grosse performance, ou pour moi, hein, et ça, quel que soit le niveau, mais dans des conditions encore plus safe et encore plus confortables que d'habitude. Ok, alors il y a plein de points sur lesquels j'aimerais revenir parce que c'est super intéressant. Le premier, c'est, alors évidemment, moi je le vois d'un point de vue extérieur, amateur, etc. Et je sais, et bon, j'ai peut-être pas assez d'expérience de plongée, mais je sais qu'il y a certaines fois, je vais plonger et tout est facile. Tu sais, genre les plongées sont faciles, la relaxation est facile, les performances viennent facilement. Et il y a d'autres fois où ça passe pas forcément, c'est pas mon jour. Je sais pas trop l'expliquer parce que c'est multifacteur, mais c'est difficile à expliquer. Et en fait, c'est ça qui m'impressionne vachement sur le côté compétitif, c'est que tu as un moment où tu dois être, où tu es imposé à plonger, tu as un timing qui t'est imposé, etc. Et du coup, tu dois te forcer, en fait, d'être prêt à ce moment-là. Et c'est ça que je trouve d'un point de vue extérieur qui est très difficile, en fait. Tu vois. Et j'aimerais savoir comment tu gères ça. Mais alors, ben ça, forcément, ça se travaille, hein, et puis c'est vrai que ben, de, de s'entraîner beaucoup, mais il y a une partie de l'entraînement qui devient parfois un peu technique, c'est savoir exactement combien de temps il te faut pour être prêt, et puis si tu as besoin de plus de temps que ça, ben, travailler petit à petit à ne pas avoir besoin de ce temps-là. Mais euh, Donc, par exemple, moi, tu je sais dois que j'ai plonger une à onze routine heures très du matin. particulière. Bah, ça va pas trop me déranger ces histoires de timing parce que avec l'expérience maintenant je sais combien de temps exactement il faut que je sois dans l'eau avec avant ma plongée. Si ça m'est déjà arrivé de faire des compétitions en plongée l'après-midi, donc là tu as aussi la nutrition à gérer, mais finalement quand tu y penses c'est pas très différent d'autres sports. Quand tu es sur un terrain de tennis à telle heure, etc., il faut que tu sois prêt ce jour-là à te battre avec ton adversaire et à y arriver à ce moment-là. Et de la même Alors, je suis manière, tu d'accord. vois, ben, Je suis d'accord que pour- excuse-moi de te couper. C'est vrai que de ton point ouais. de vue, tu as l'impression que c'est la même chose. Mais pour nous, la différence entre d'être sur un terrain de tennis, si tu as un pépin qui t'arrive, et d'être à moins 100 mètres sous le niveau de la mer et avoir un pépin ou être pas prêt, c'est pas la même chose, tu vois. Oui, alors il y a ce côté-là, effectivement, de l'extérieur, on se prive d'une fonction vitale, hein, et effectivement, après,
ce qu'il faut bien voir, c'est que je suis pas allé à 100 mètres en me disant, tiens, aujourd'hui, je vais aller à 100 mètres. Si je suis allé à 100 mètres, c'est que j'ai fait des Évidemment. plongées à 98 pas mal de fois, qui étaient super et que du coup, je me suis dit, tiens, 2 mètres de plus, ça va le faire, sans problème. Et en fait, bah, si tu pars de là, de tes premiers 10 mètres, et que tu progresses comme ça, alors attention, tu sais il peut y avoir un danger, mais finalement, moi, je me sens beaucoup plus safe que quand je faisais, par exemple, certaines fois du mountain bike assez engagé, à fond les ballons. Je trouvais ça bien plus dangereux, tu vois, parce que une fois que tu sais aussi comment ça marche, la physiologie, les pressions sous l'eau, etc., ça fait que techniquement, à part un problème matériel, mais comme on utilise du matériel qui est quand même très simple, ça arrive, enfin, ça arrive très très rarement. À part un problème matériel, la physiologie fait qu'il va rien t'arriver, à moins que tu sois relativement proche de la surface. En fait, la pression Mm. sous l'eau fait que ta pression partielle d'oxygène au fond, elle est super élevée tout le temps. Et il y a que quand tu arrives près de la surface, donc qu'elle diminue fortement. Et du coup, ton corps pense qu'il a plus d'oxygène qu'il n'en a. Et du coup, il va pas se mettre en veille, tu vas pas perdre connaissance avant qu'il atteigne ce seuil critique que tu vas atteindre seulement proche de la surface. Donc voilà, déjà savoir comment ça marche, ça aide. Et puis après, bah, le ressentir par de multiples entraînements et une progression réfléchie et euh, suffisamment lente, entre guillemets. C'est un sport d'adaptation. Donc après, il n'y a pas de règles, hein, les gens s'adaptent plus ou moins vite, etc. Mais c'est un sport d'adaptation, donc c'est au fur et à mesure que tu t'adaptes, bah, tu vas te sentir bien de plus en plus profond. Et du coup, tu prends pas forcément beaucoup plus de risques, entre guillemets, tu vois. Je vais pas sur des plongées profondes comme ça en ayant l'impression de me mettre en danger. Je sais que comme dans n'importe quelle activité, il peut y avoir, il y a des risques, mais j'y vais pas comme on le voit parfois dans certaines vidéos ou documentaires en me disant à chaque fois que je plonge, je mets ma vie en jeu, etc. Sur le principe, dans l'absolu, un petit peu, mais à chaque fois que tu prends ta voiture aussi. Tu m'entends? Ouais. Ouais, je crois Toi, qu'on tu a été coupé. m'entends? Euh, ouais, je Ah, t'entends bien. pardon. Est-ce que, et ça te dérange si tu nous dis un petit peu quelle serait ta routine, tu vois, sur, t'as une plongée à un certain heure, à partir de quand tu te prépares avant et qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que tu commences par du yoga? Est-ce que, enfin, quelle est ta routine un petit peu avant un événement? Alors, pas forcément une compétition, mais peut-être une plongée un petit peu plus Ouais. poussée que d'habitude, ou tu vois, où tu essayes d'améliorer tes performances? Bah alors, en fait, sur une plongée de compétition, bon déjà, tu as annoncé la veille la profondeur à laquelle tu veux aller. Donc, tu vois, c'est pas quelque chose. Tiens, je vois comment je me sens avant et je décide. En entraînement, ça peut être comme ça, mais en compétition, tu as annoncé ton objectif et du coup, bah, tu peux le voir comme stressant ou tu peux le voir comme bon, maintenant c'est fait, donc on y va et puis on voit comment ça se passe. Euh, Après, le jour de la plongée, tu dois être sur le lieu de compétition. Donc, ça ne veut pas dire forcément dans l'eau, hein, mais sur le lieu de compétition au moins 1 heure avant le temps de ta plongée. Parce que tu as vraiment un temps de plongée. Ça peut être par exemple 9h54. Et c'est pas 9h53 ou 55, c'est 9h54. Donc, bah, il faut que tu sois là à 8h54. Et moi, j'ai une routine que j'essaie de garder le plus simple possible et la plus minimale possible. Euh, Parce que j'estime que bah, quand j'en suis là, je suis prêt. Donc c'est pas de m'étirer un peu le matin ou de faire un truc qui va vraiment changer comment je me sens. Du coup, je vais essayer de rester relativement au calme. Mais tu sais, notamment cette année, j'ai essayé de mettre ça en place. Il y a un peu euh, ce proverbe en anglais qui dit walk the talk. Tu vois, marche comme tu dis. Mhm. Donc, tu dis que tu es un champion, donc Ouais, ouais, comporte-toi comme un champion, même si c'est pas comme ça que comme un tu te sens à champion, ouais. l'intérieur.
Donc, j'essaie autant que possible, même si parfois ça peut m'arriver d'être un peu stressé ou autre, bah, de pas le montrer, pas dans le sens où le cacher, mais de me comporter comme un champion qui est prêt, qui est pas stressé. Et ça implique bah, dire bonjour aux gens, leur sourire et pas, tu vois, vouloir être super sérieux trop dans ta bulle. Pour moi, cette bulle, elle se crée plus juste avant la plongée. Là, à ce moment-là, c'est justement, et ça m'aide pas mal. Donc, bah, moi, tu as le droit de commencer à t'échauffer dans l'eau 3/4 d'heure avant ta plongée. Moi, je plonge sans vrai échauffement. Donc, ma routine, ça va être, je vais aller mettre dans l'eau ben, pas trop tôt pour être sûr de pas avoir froid. Et puis, j'ai besoin de 10-15 minutes à flotter dans l'eau avec mon tuba, respirer dans mon tuba, me concentrer juste sur ma respiration. Je fais ça pendant 10-15 minutes. Et généralement, ça m'amène à 5 minutes de ma plongée. C'est là que, une fois que le compétiteur précédent a fini, il change la profondeur de la ligne, etc. Il te donne la montre officielle qui va mesurer la profondeur. Et là, tu te mets sur la ligne, tu accroches ton équipement de sécurité à la ligne qui te maintient à la ligne, t'allonges. Et puis, bah, j'ai généralement 4-5 minutes sur la ligne, parfois 3 avant ma plongée. Et là, ben, en fait, je vais me concentrer seulement sur ma respiration. Je compte mes cycles respiratoires. Je sais, ben, pour l'avoir travaillé et répété, exactement combien de cycles respiratoires il me faut pour arriver à ces 3 minutes. Alors après, tu as un décompte hein, officiel que tu entends, donc ça te permet de te recaler s'il y a un petit décalage ou autre, mais je sais exactement 3 minutes pour moi, c'est suffisant pour être prêt. Si j'ai eu mes 15 minutes avant à me relaxer, etc. Donc pendant ces 3 minutes, je compte mes respirations et puis quand il est temps, je prends ma dernière inspiration et j'y vais. Voilà. Et Donc, du tu coup, vois, tu c'est fais. très minimal. Est-ce que. J'ai un peu de routine aussi sur dans quel ordre je m'équipe. Tu vois, dans l'heure qui précède, je mets d'abord ma combinaison, ensuite je m'assure de tout avoir, etc. Mais j'essaie de le garder très simple, encore une fois, parce que je pense qu'une routine aussi doit pas devenir une superstition. Et tu vois, c'est si j'ai pas mis mon tuba avant mon masque, etc. Ou si voilà, d'un coup je peux pas plonger, ou j'ai pas mis mon speedo porte-bonheur, ou je sais pas quoi, tu vois. Donc j'essaie de garder ça très simple aussi parce que bah, plus c'est simple, moins tu as de chances de te planter si tu es un peu stressé, etc. Ouais, ça serait moi avec mon speedo magique, sinon ça va pas le faire. Euh, euh, et du coup, tu fais pas un travail d'expansion thoracique, de ta cage thoracique ou quelque chose comme ça, ou d'étirement des poumons ou des trucs comme ça, ou tu le fais dans les 15 minutes là qui précèdent dans l'eau? Non, moi Non? j'aime ne rien faire. Alors je sais pas si c'est optimal. Je sais juste que je me sens généralement mieux comme ça pendant la plongée. Euh, Après ma philosophie un peu là-dessus. Alors encore une fois, je suis même persuadé que certains étirements bien spécifiques pourraient être un peu plus optim, rendre la quantité d'air que je peux prendre un tout petit peu plus optimale. Mais vu que c'est pas un facteur limitant pour moi, je préfère justement être juste détendu et pas penser à ça. Après, le reste de ma philosophie concernant ça, c'est que je m'étire et tous les jours presque Ouais, je sais, ouais. pendant le Ouais. training, etc. Donc l'idée, c'est que ben, voilà, la flexibilité, elle est là. Elle est là, ouais. Alors effectivement, peut-être qu'un peu d'échauffement, hein, ben, on le sait pour le travail musculaire, etc. C'est toujours un peu mieux d'être un petit peu chaud, mais j'en ressens pas le besoin et je préfère vraiment me concentrer. Il y a une grosse part mentale aussi, donc j'adresse plus la part mentale en étant relativement persuadé que la part physique est déjà là. Et donc, quand tu fais une grosse perf, par exemple, tu vas à plus de 100 mètres, tu fais même pas une petite descente sur ton échauffement, là, je sais pas, 10 mètres, 20 mètres ou un truc comme ça. Non, tu vas direct. Non, ouais, je descends à 1 mètre pour déclencher ma montre parce qu'elle a besoin d'être déclenchée, mais c'est tout. Non, moi, alors pendant très très longtemps, je me suis échauffé et je défendais que l'échauffement c'était fantastique et je le pense toujours. Hein, si j'ai pas plongé profond depuis longtemps, peut-être je vais m'échauffer un peu et encore, juste petit à petit, j'y suis passé.
Parce que on a un réflexe de mammifère qui se met en place quand on plonge et qui inclut des mécanismes physiologiques pour protéger les poumons quand ils deviennent tout petits, tout petits. Et, euh, et il se trouve que bah, ton réflexe de mammifère, s'il n'a pas été stimulé du tout et que tu le stimules à un grand coup, c'est là qu'il va donner son maximum, tu vois. C'est Donc un peu tu veux le comme garder un petit si, peu pour ta performance max, c'est quoi. ça. Mmh. Je comparerais presque ça un peu, par exemple, t'irais pas faire des longs étirements statiques d'une minute avant d'aller faire un sprint parce que bah, tu vas Mmh. utiliser un peu l'élasticité de tes muscles et ça va mettre un peu de temps à ce que le ressort il soit de nouveau parfaitement prêt. Là, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Et notamment, il y a un de ces réflexes qui est une contraction de la rate qui va t'amener une quantité non négligeable de sang supplémentaire. Et ce sang-là, en plus, il est déjà oxygéné. Donc, et on n'est pas, c'est pas encore super clair combien de temps après, ben, une fois que le sang il a été éjecté dans ton système, euh, il y a certaines choses qui suggèrent que ben, petit à petit ça re-remplit la rate directement. Il y en a d'autres qui suggèrent que ça reste un petit peu, mais qu'ensuite ça se re-remplit. Et donc là, ben, tu es sûr que en tout cas cette contraction splénique, cette contraction de la rate, tu l'as pendant ta plongée, ta grosse plongée. Et ensuite, il y a le côté empirique, moi d'expérience. Ben, quand on plonge très profond, comme ça, on a toujours un petit peu d'œdème pulmonaire, les poumons qui se gonflent un petit peu. Et si le corps n'est pas assez adapté, ou qu'on est tendu, ou qu'on se pousse pour des plongées très profondes, comme ça, on peut ben, avoir un œdème pulmonaire plus fort qui cause un peu de liquide, soit du liquide lymphatique, soit parfois un peu de sang dans les poumons. Et ça va perturber les échanges gazeux, donc ça peut devenir un problème. Et puis, tu n'as pas envie de te blesser les poumons de manière régulière comme ça. Donc, et je me suis aperçu que quand je le faisais sans échauffement aucun, finalement, mes poumons, je sentais beaucoup moins d'œdème pulmonaire euh, après la plongée. Si tu apprécies le podcast et que tu le trouves intéressant, j'ai une petite faveur à te demander. Pourrais-tu prendre le temps de laisser un avis positif sur la plateforme de ton choix? Ton feedback signifie énormément pour moi et aide d'autres personnes à découvrir le podcast. Et si tu aimes vraiment ce que je fais, pense à le partager avec un ami qui pourrait en bénéficier. Je demande pas grand-chose et je fournis tout ce contenu gratuitement, mais ton soutien contribue à la croissance du podcast et ça me permet d'inviter d'autres personnes et j'apprécie énormément. Merci beaucoup de faire partie de cette communauté. Au niveau de l'alimentation, alors ça c'est intéressant parce que ça c'est un truc dont on avait déjà parlé quand j'étais venu te voir aux Philippines. Tu es un peu comme moi, tu préfères plonger sur un estomac vide, tes apnées Mhm. sont meilleures. La différence elle est incroyable. Enfin, c'est vraiment, je suis beaucoup plus à l'aise à jeun. Du coup, dans l'idéal, quand tu fais une compétition, tu essayes d'être à jeun. Combien de temps avant tes plongées? Alors, bah, ça, c'est pareil, c'est encore un peu, bah, ça va dépendre des gens. Alors, pour moi, personnellement, bah, je mange pas depuis la veille si mes plongées sont jusqu'à 11 heures midi. Si c'est plus tard, ça va commencer à faire beaucoup. Après, quand je dis je mange pas depuis la veille, j'ai tendance à grignoter genre à 11 heures ou minuit. Parce que, alors moi, j'y suis pas très sensible, mais il y a des apnéistes, certains profonds, qui sont très sensibles à l'hypoglycémie et s'ils mangent pas avant leur plongée, ils vont être hypoglycémiques et ça va être un gros problème. Moi, j'ai pas ce problème-là, donc je préfère pas manger. Je me sens encore mieux. Après, j'ai fait des tests, hein, ben, justement pour quand je dois plonger parfois l'après-midi. Euh, Ça va dépendre ce que tu vas manger et combien de temps avant, en fait. Si ta Hmm. digestion, elle est finie, par exemple, des flocons d'avoine 2 heures avant, bah, tu vas te sentir pareil que à jeun quasiment quand tu vas plonger. Par contre, c'est sûr que si tu te fais du bacon avec des toasts beurrés, ça va te tenir un peu plus longtemps, ou un plat de pâtes, ou même des légumes. Ça peut être un peu long à digérer suivant les légumes. Euh, donc voilà, mais il y a des gens qui préfèrent plonger à jeun, mais qui peuvent pas parce que ils, ils se sentent pas bien après pendant la session. Ouais. Après, il y a aussi une histoire de quand on est
quand on est à jeun depuis suffisamment longtemps, si on commence à puiser plus dans les réserves de graisse et non plus dans les réserves de sucre, quand on la production d'adénosine triphosphate, hein, notre énergie, notre carburant, euh, se fait, euh, se fait en produisant moins de dioxyde de carbone. Alors ça utilise un tout petit peu plus d'oxygène, mais encore une fois, sur la profondeur, c'est rarement l'oxygène le facteur limitant. Et par contre, comme tu crées plus de dioxyde de carbone, et de manière cette fois substantielle, le dioxyde de carbone, c'est ce qui donne envie de respirer. Donc, tu vois, ça peut t'expliquer aussi pourquoi tu te sens mieux, tout simplement, Hmm. parce que si tu puises dans tes graisses, tu as un petit peu moins envie de respirer. Et notamment ceux qui pratiquent le statique, donc là, c'est juste sans bouger à la surface, retenir ta respiration le plus longtemps possible. Pour eux, ça va faire une sacrée différence. Et généralement, ils ont tendance à être à jeun, voire à jeûner aussi dans les jours ou semaines précédents pour ralentir leur métabolisme. Mais pour la profondeur, euh, généralement, c'est des apnées. Alors, ça paraît impressionnant hein, parce que c'est très profond, etc. Mais le caractère discriminant, c'est rarement ta capacité à retenir ta respiration. Parce que, bah, tu vois, moi, c'est quelque chose auquel je m'entraîne pas beaucoup, mais en statique, je peux retenir ma respiration à peu près 7 minutes. 7 minutes, bah, mes plongées les plus longues, hein, même à 120 mètres, 125 mètres, elles font moins de 4 minutes. C'est quoi Donc, ton facteur limitant même aujourd'hui si, sur la profondeur? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un petit peu le mental, mais ça, je l'ai beaucoup travaillé, donc ça commence à passer. Ça peut être, C'est bah, Excuse-moi, je dirais, Thibaut, dernièrement, c'est le manque d'opportunité de faire des plongées à ces profondeurs-là. J'ai beaucoup travaillé cette année, donc j'en ai fait quand même, mais c'est vrai que j'ai pas pu forcément être prêt autant que je voulais sur les compétitions que je voulais faire. Mais là, justement, le fait d'avoir plus de temps à partir de maintenant, j'espère vraiment que de pouvoir répéter un peu plus ces plongées, ça va me permettre d'aller plus profond assez rapidement. quand tu dis le mental, c'est euh, la peur, entre guillemets, ou le fait d'être confortable, tu peux nous l'expliquer un petit peu? Alors, la peur, la peur L'appréhension en termes peut-être, de on pourrait dire. l'appréhension ou même l'appréhension en termes de sécurité personnelle, elle est très rarement là. Et finalement, les très rares fois où elle est là, c'est quand je me sens pas prêt forcément pour ce que j'ai annoncé. Mais ça, je le gère beaucoup mieux maintenant hein, en annonçant des choses pour lesquelles je suis sûr d'être prêt. Donc, tu vois, c'est. Mais il y a aussi, ben, moi, alors, pendant un temps, ça a été, il y avait une partie, c'était la peur du regard des autres, tu vois? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je rate? De décevoir la famille, et cetera. Maintenant, c'est plus finalement, ça peut être 2 choses. Ou la peur de me décevoir moi-même, juste, tu vois, un peu la peur de rater, hein, tu t'es entraîné tout ça et se rendre compte que, ah, bah, ça a pas marché, ça peut être un peu frustrant et ça peut créer un peu de stress chez moi. Il y a aussi, la peur de alors ouais, j'ai eu une période où j'avais un peu une obsession comme ça, j'avais peur de pas kiffer ma plongée autant que enfin tu vois de le faire mais que ce soit pas spécialement agréable ou autre Hmm. parce que quand je fais ce genre de plongée là et que ça se passe bien, c'est du pur bonheur toute la plongée et du coup et puis parce que les fois où j'y prends pas autant de plaisir, bah forcément, tu es un peu plus tendu ou autre. Donc, des plongées qui sont maîtrisées d'habitude, bah là, ça peut créer peut-être un peu d'hypoxie vers la fin. Et du coup, il y avait un peu cette appréhension-là d'être tendu pendant la plongée. Tu as déjà eu des mauvaises expériences de plongée, des moments où tu t'es fait peut-être un peu peur ou des pépins, genre d'œdème pulmonaire ou des choses comme ça au cours de ta carrière et de ta progression? Alors, j'ai eu quelques, ce qu'on appelle blackout, des syncopes, mais j'en ai eu deux au début de ma carrière de compétition, mes premiers championnats du monde. Donc, bon, j'avais déjà fait 105 mètres en compétition.
Mais j'ai eu un petit peu des blackouts, mais juste à la surface, très léger, où tu te réveilles tout de suite, etc. Donc, et ça, ben, finalement, avec l'hypoxie, etc., tu te rappelles pas bien de la fin de la plongée. Donc, t'as pas, et puis jamais avec des sentiments de panique ou autre. Donc, ça n'a pas été des expériences traumatisantes du tout. J'ai eu un sérieux pépin une fois qui me soit arrivé à moi, où là j'ai fait une syncope à 15 mètres de profondeur. Donc il y avait bien sûr des apnéistes de sécurité. En plus, c'était dans une compétition, donc il y avait vraiment tout. Par contre, j'ai mis pas mal de temps à me réveiller. Et ça a été un peu flippant déjà pour les gens qui s'occupaient de moi et a posteriori pour moi aussi. Mais en fait, c'était pas purement un problème d'apnée. En fait, j'avais développé au cours des mois précédents une carence en potassium qui était devenue un peu hors de contrôle. Et je m'en étais pas aperçu rapidement parce que j'arrivais toujours à plonger très bien et je faisais même des très très belles performances. Euh, et en fait, les symptômes un peu plus sérieux sont apparus un peu au dernier moment et je savais pas du tout ce que c'était et c'était pas non plus des symptômes complètement aberrants. Donc je me suis dit, bah, j'avais une compétition justement où concrétiser ces résultats d'entraînement. Où à l'époque j'allais plus profond que le record du monde dans une des disciplines, donc je voulais essayer de le faire en compétition et trouver un spécialiste là comme ça au dernier moment alors que j'étais en Grèce dans un pays que je connais pas c'était pas évident, donc je me suis dit je vais prendre un rendez-vous avec un spécialiste quand je reviens aux Philippines chez moi dans 2 semaines et finalement ça m'a causé un gros problème pendant la plongée qui a causé cette syncope là et le fait que j'ai mis beaucoup de temps à me réveiller. Euh, et sur le moment, donc ça a été un sérieux coup dur mental, mais ça a duré très peu de temps, quelques heures en fait, parce que cette grosse carence en potassium, forcément à l'hôpital, ils l'ont décelé tout de suite, et que dès qu'ils m'ont donné, alors le potassium, on peut pas te le donner sous forme de gélule ou autre comme ça quand tu as une grosse carence, donc ils ont Ouais, dû me l'injecter. Il faut en faire ça intra, ouais. sur plusieurs heures, etc. Mais écoute, cette carence, je l'ai développée sur plusieurs mois, hein, sur plus de 6 mois. Et le soir même, après qu'on m'ait injecté le potassium, alors que j'avais eu un accident d'apnée sur une plongée profonde, etc., je me sentais mieux que je m'étais senti depuis plusieurs mois. Physiquement, j'ai fait une nuit fantastique et du coup, quand j'ai été sûr que c'était bien le potassium qui avait causé ça, bah, du coup, il n'y avait plus cette angoisse d'y retourner ou autre. Et alors, Mm. les médecins m'avaient dit de faire une pause de plusieurs mois, hein. Ils préconisaient même 6 mois sans plonger. Euh, T'as fait je deux suis semaines. rentré chez moi aux Philippines dans mon club d'apnée où, comme tu le sais, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de l'apnée. J'ai C'est été ça. très sérieux pendant 2 semaines en me disant, bon, tu plonges plus. Puis au bout de 2 semaines, je me suis dit, bon, je vais quand même aller au moins enseigner, tu vois, pas plonger profond, 20 mètres quand j'enseigne, voilà. Et puis 3 semaines plus tard, j'étais de retour à 100 mètres et encore 3 semaines plus tard, je faisais un nouveau record de France dans une compétition parce que je me sentais mieux que je m'étais jamais senti depuis des mois et des mois. Donc ça n'a pas été trop traumatisant non plus, surtout que bah, pareil, quand tu deviens hypoxique comme ça, tu te rappelles pas. Et moi, tout ce que je me rappelle, c'est que la plongée était super et que d'un coup, elle était un peu trop super parce que ça te rend un peu euphorique, l'hypoxie. Et t'arrives quand même dans ce trop super à te dire, oups, c'est un peu trop super, il va m'arriver une bricole, mais bon, t'as les apnéistes de sécurité, etc. Et tu sais que c'est pas grave en soi du moment que tu es pris en charge correctement. Après, des gros œdèmes pulmonaires, non, ça m'est jamais arrivé, ben, parce que j'ai une approche aussi, je pense, qui fait que ça limite beaucoup les risques. Tu prends ton temps quoi pour progresser. Oui. J'ai eu une fois où j'ai eu une mauvaise plongée qui était partie. En fait, c'est une journée où tout allait bien. Je me sentais super bien. Et du coup, alors c'était pas prévu, mais je suis descendu à 30 mètres. Et quand je suis arrivé à 30 mètres, j'étais tellement bien, tu sais, genre, l'environnement était extra, etc. Je fais, ah bah, je vais rester un peu parce que je suis vraiment en train de kiffer, tu vois.
Et je suis resté un petit peu, alors je sais pas, j'ai pas compté, juste je suivais un petit peu mes sensations. Et puis après, j'ai commencé à remonter doucement. Et là, d'un coup, je sais pas, il y a eu une espèce de transition entre me sentir super bien et me sentir déjà, tu vois, genre, bon, comme tu disais, peut-être le dioxyde de carbone enfin, tu vois, qui a augmenté. Ouais. Et là, les 20 derniers mètres, c'était vraiment horrible parce que je me disais, mais je vais pas arriver à la surface parce que là, je suis déjà, je suis pas bien. Et c'est Ouais. resté, tu vois, pendant quelques temps après. Alors, j'ai pas eu de syncope, j'ai pas perdu connaissance, etc. Mhm. J'ai juste, je sais pas, psychologiquement, ça m'a fait un petit peu peur. Après, c'est vrai que ça va suivre un petit peu ma prochaine question. Les personnes qui étaient avec moi, c'est pas forcément des personnes en qui j'avais confiance. Donc, il y avait aussi ce côté de, bah, il faut que je gère mon truc moi-même parce que je sais pas trop ce qui va se passer s'il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, ça augmente forcément un petit peu le stress. Mais c'est vrai que pendant quelques temps après, les plongées que j'avais fait après, j'avais ça à l'esprit, tu vois. Genre, ça me restait à Ouais. l'esprit. Et je voulais vraiment pas me retrouver dans cette sensation parce que c'était vraiment pas agréable du tout, quoi. Alors ça, des problèmes comme ça, quand j'ai commencé l'apnée, j'ai eu des petits épisodes comme ça, et je pense que beaucoup d'apnéistes en ont eu. C'est que, bah, effectivement, on commence la plongée, on est super détendu, on se sent bien et on excède un peu, voilà. Et puis il y a un moment où le corps et l'esprit se rendent compte de, ouh, j'ai peut-être abusé un peu. Et comme tu le dis, en plus, surtout sur des plongées comme ça, bah, ça prête rarement à conséquence, hein. On voit rarement des syncopes. Tant que tu sens le CO2 fort, justement, c'est que tu es loin d'être hypoxique, généralement. Donc, Ouais. euh, donc voilà, mais c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé de faire une plongée, de me dire, et une fois arrivé au fond, de me dire, ah là, ouais, quand même, je suis profond, faut que je remonte. Après, ça m'est arrivé bah, plutôt sur des profondeurs 30, 40 mètres, etc. Parce que petit à petit, bah, tu changes aussi ton approche. Et parce que c'est des profondeurs, et peut-être à tort, ou parfois quand tu apprends et que tu as des facilités, on te fait progresser très rapidement. Parce que justement, il n'y a pas encore ces risques d'œdème pulmonaire, d'hypoxie, voilà. Et du coup, on fait des jumps un peu plus gros, alors que on t'apprend qu'ensuite, dans ta progression, faut augmenter de 2 mètres en 2 mètres maximum, et puis pas trop régulièrement non plus, etc. Et du coup, bah, t'apprends à, comme je te disais au début, bah, mes premières plongées à 100 mètres ou 120 mètres ont été beaucoup plus agréables que mes premières plongées à 60 mètres parce que justement, peut-être j'essayais un peu plus fort à l'époque. Maintenant, quand je vais à 120 mètres, bah, si je m'arrête pas et que j'y vais, c'est parce que tout se passe de folie, quoi. Alors, il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps avec d'ailleurs beaucoup de tes images de l'Arche. Mhm. Je me rappelle même plus du nom du film. C'est Deep Breath, non? Euh, The Deepest Breath, The je Deepest Breath, crois, ouais. ok. Qui parle de la relation d'une championne d'apnée avec son safety diver, etc. Et t'en parlais tout à l'heure, et je pense que c'est un truc assez intéressant. Parce que tu nous disais tout à l'heure que justement, dans des conditions de compétition, tu te sens beaucoup plus à l'aise parce que tu sais qu'il y a une équipe de pros autour de toi, il y a un médecin, enfin, il y a tout ça, et tu sais que tu peux aller potentiellement aux limites de tes capacités parce que si tu as un pépin, potentiellement, tu auras les meilleurs ou les personnes les plus aptes autour de toi pour t'aider dans le cas où tu n'arriverais pas à finir cette performance toute seule. Euh, Aujourd'hui, est-ce que toi, alors ça fait très longtemps que tu es dans le circuit, à chaque fois que je vois des trucs d'apnée, enfin, c'est un petit monde aussi, donc tu connais tout le monde, ça fait longtemps que Mhm. toi, tu es safety diver, que tu as des gens qui sont safety pour toi, etc. Est-ce qu'il y a des gens que, avec qui tu veux absolument travailler ou que tu demandes justement d'être présent pour certaines compétitions parce que tu es plus à l'aise avec eux ou tu as plus confiance en eux ou des choses comme ça? Alors, non, pas forcément. Après, ben, généralement, on sait un peu qui sont les safety divers dans les compétitions où on va. Et, mais non, moi, je fais confiance au. Alors après, ça m'est déjà arrivé très rarement en fait d'aller quelque part et de voir le setup et de me dire, oh, qu'est-ce que je fais là? Ça m'est pas vraiment arrivé généralement. En plus, tu vas sur site un peu avant la compétition pour t'entraîner sur leur setup et t'habituer aux conditions, etc. Donc, tu vois bien si l'équipe elle est pro ou pas.
Mais ça se fait parfois, hein, mais moi, j'en ressens pas forcément le besoin. Après, ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir une de mes meilleures amies qui faisait la safety sur une compète et de leur dire, oh, ce serait sympa que sur une de mes plongées, ce soit elle qui fasse la safety la plus profonde parce qu'on a plusieurs apnéistes de sécurité qui descendent à des profondeurs différentes. Voilà, mais c'était plus pour le fun que pour ça. Après, dans mon entraînement, oui, ça m'a fait un peu sourire quand tu disais j'étais pas sûr de ce que mes buddies. Ça m'est déjà arrivé hein, aussi dans le passé de pas être sûr de. Et effectivement, quand je m'entraîne avec quelqu'un avec qui je me suis jamais entraîné et qu'on se fait la sécurité l'un l'autre, je vais pas m'envoyer sur des choses un peu engagées. Euh, Même si je suis sûr qu'il se passera rien, parce qu'on ne sait jamais, hein, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Et je veux être sûr que si quelque chose se passe, et puis parce que tu mets une responsabilité sur la personne aussi, hein, c'est pas que égoïste, c'est aussi, enfin moi pour avoir été de l'autre côté et avoir eu à gérer des accidents, gérer les accidents d'autres personnes m'a beaucoup plus traumatisé que l'accident dont je te parlais. J'ai mis beaucoup plus de temps à replonger pour moi sereinement après ça que après mon propre accident. Donc, je veux pas mettre cette responsabilité sur quelqu'un qui a pas l'expérience, tu vois. Parce que c'est plus une histoire d'expérience. Ça va pas être, c'est rarement, ah ben lui, c'est vraiment un branque, il fait pas attention, etc. Bien C'est sûr, ouais. plus, il a pas l'expérience de ces plongées-là. Et puis, sur des plongées très profondes, généralement, en plus, tu as au moins 2 apnéistes de sécurité, si ce n'est 3, même en entraînement. Donc, moi, pour pouvoir m'entraîner aussi sereinement, etc., ben, mon équipe d'instructeurs avec qui je m'entraîne, ce sont tous des athlètes et ils ont tous beaucoup d'expérience aussi à faire la sécurité, etc. Et comme ça me tranquillise beaucoup. Mais oui, avoir confiance dans le setup et dans les gens qui plongent avec toi, c'est super important. Et quelle que soit la profondeur où tu vas, hein, c'est pas que pour les plongeurs très profonds, parce que encore une fois, qu'est-ce qui peut t'arriver une syncope? Une syncope, si quelqu'un sait la gérer, il n'y a aucun souci. 2 minutes plus tard, tu es parfaitement bien. Alors, tu replonges pas de la journée, mais c'est pas. Alors, bien sûr, tu veux pas que ça t'arrive, etc. Mais c'est pas quelque chose de dramatique ou autre. Par contre, une syncope dans 50 centimètres d'eau, s'il y a personne pour te sortir la tête de l'eau, bah, tu te noies. Donc, c'est même pas une histoire de vraiment niveau d'apnée en soi-même, hein. Les meilleurs apnéistes de sécurité, c'est pas forcément des gens qui vont à 100 mètres de profondeur. Par contre, c'est des gens qui ont de l'expérience et qui savent exactement quoi faire dans toutes les situations qui pourraient arriver. Et donc, c'est pour Et ça que qui, j'essaie d'avoir une équipe et qui super arrive à lire la expérimentée. situation aussi d'une certaine manière en voyant Voilà, comment tu réagis, comment t'es, si tes mouvements sont c'est ça. habituels ou s'ils voient que tu es en difficulté. Et puis, vu que il y a ce côté de performance, c'est est-ce que j'interviens, est-ce que j'interviens pas. Enfin, il y a toujours aussi ce côté-là qui est pas Alors, toujours en, évident, en quoi. compétition, la question se pose. Elle se pose pour 2 raisons. Effectivement, bah, il y a des fois, tu vois des gens qui ont l'air en galère et qui arrivent à finir la plongée quand même et même à la valider. Donc, tu voudrais pas les disqualifier. L'autre, c'est que en fonction, si tu fais une syncope, en fonction de la profondeur à laquelle tu l'as fait, tu vas avoir plus ou moins de restrictions pour replonger pendant la compétition ensuite. Et à partir du moment où l'apnéiste de sécurité t'attrape, on considère que tu es en syncope. Donc, s'il Ok. t'attrape à 15 mètres, alors que tu pouvais peut-être faire 5 mètres de plus avant qu'il t'attrape, ben, ça va faire une différence. Après, moi, pour ma propre sécurité et puis de manière générale, j'ai systématiquement, à chaque compétition où je vais, j'ai cette discussion avec les apnéistes de sécurité et je leur dis, si vous sentez que j'arriverai pas à la surface, même si je suis encore conscient, vous m'attrapez et vous me ramenez. Et je ne protesterai jamais et je me plaindrai jamais après. Je préfère largement ça qu'ils attendent que je sois complètement au bout du bout pour m'attraper. Ça limite les risques, ça me permettra certainement de mieux récupérer aussi. Voilà. Après, c'est vrai que bah, oui, bah, pour certaines performances, notamment des Ça, records, c'est une très bonne etc. conversation à avoir, ça.
Je pense que voilà, c'est pour vachement bien. certains, mais ouais, mais il y en a qui ont la philosophie inverse, hein, et qui leur disent, vous m'attrapez que si je suis complètement parti, parce que ben, sur des plongées très profondes, tu as aussi de la narcose, c'est tes fonctions cérébrales qui sont affectées par l'azote qui est dissous dans ton sang. Comme il y a beaucoup de pression, t'en dissous beaucoup, et bah, t'es plus ou moins, on va le dire, défoncé, hein, comme si tu avais pris de la drogue. Donc après, ça va dépendre. Les gens ont des expériences vraiment différentes. J'imagine comme les gens qui prennent de la drogue. Donc au final, il y a des gens, ils sont tellement narcosés qu'effectivement, ils ont des mouvements un peu erratiques qui pourraient faire penser à de l'hypoxie. Donc ils veulent pas qu'on les attrape pour ça. Euh, donc oui, c'est une question qui se pose, mais moi, pour moi personnellement, je préfère qu'on m'attrape tout de suite. Voilà, je me pose pas Alors, la question. comme, comme tout sport extrême, malheureusement, il y a des accidents de temps en temps. Je sais que tu as perdu des gens que tu connaissais, potentiellement des amis. Comment tu gères ça psychologiquement? Comment ça t'affecte? Comment tu vois les choses et enfin, comment tu réagis par rapport à tout ça quand ça arrive? Ben, c'est sûr que c'est compliqué. Après, pour être honnête, moi, j'ai pas perdu tant de gens. J'ai vu des gros accidents et qui se sont mis, dans lesquels je faisais la sécurité, qui se sont miraculeusement bien terminés. Euh, Après, comme personne que je connaissais vraiment bien et qui a disparu dans un accident d'apnée, il y a justement Stephen Keenan qui est euh, qui est dans le film The Deepest Breath dont tu parlais plus tôt. Mais au final, quand c'est arrivé, ben voilà, déjà, c'est quelque chose qui est arrivé pour un certain nombre de raisons qui sont explicables. Donc, sans mettre le blâme sur qui que ce soit, hein, mais Oui, bien encore une fois, sûr. et puis c'est une activité, tu sais que ça risque de t'arriver. Et puis, tu vois, c'était pas une plongée profonde en compétition, etc., hein. Et- En compétition, il y a eu un mort dans l'histoire jusqu'ici, et d'ailleurs, ça a amené à beaucoup de changements de règles pour que ce qui s'était passé ne se repasse pas. Mais moi, j'avais même pas commencé l'apnée quand c'est arrivé. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu tant que ça à gérer ça. Après, si j'avais eu un ami, oui, qui était mort en faisant une plongée très profonde, que ce soit en entraînement ou autre, ça m'aurait peut-être affecté un peu plus au niveau, enfin, je me serais peut-être remis plus en question au niveau des risques que je prends, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai quand même depuis les accidents dans lesquels j'ai été impliqué, auxquels j'ai réfléchi. Il y a même un moment où je me suis dit, bon, maintenant tu te poses, tu réfléchis et tu vois ce que tu fais. Est-ce que tu continues à faire de l'apnée à ce niveau-là ou pas? Euh, et, euh, et la réponse a été oui, parce que j'aime beaucoup ça déjà, et que et j'espère prendre le moins de risques possible avec mon approche, et je pense vraiment que c'est pas un sport si dangereux que ça, s'il est pratiqué correctement. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas. J'espère que c'est pas de l'inconscience de ma part, mais bon, j'ai pas l'impression. Moi, je pense pas, enfin, tu vois, en ayant pratiqué un petit peu d'apnée, je pense pas non plus, mais c'est vrai que, comme je le disais, quand tu es dans les extrêmes, parfois, il y a des pépins qui peuvent arriver, enfin, c'est le cas dans tous les sports, tu vois. Alors oui, bah, par exemple, il y a une nouvelle génération d'apnéistes là qui arrive, enfin génération, pas forcément en termes d'âge, mais en termes de quand ils ont commencé l'apnée, et voilà, qui, avec certains d'entre eux, qui poussent énormément durant leur plongée. Alors, ils le cachent plus ou moins, mais ils ont quand même des œdèmes pulmonaires où ils crachent du sang quasiment après chaque plongée profonde et ils replongent par-dessus. Et justement, l'accident où il y a eu un mort en compétition, c'était arrivé à cause de ça à l'époque, hein, quelqu'un qui passait son temps à faire des œdèmes pulmonaires et qui replongeait par-dessus et qui poussait, etc. et qui a fini par avoir un œdème pulmonaire tellement important qu'ils n'ont pas réussi à le ramener. Et honnêtement, quand je vois ce qui se passe et ce que j'ai vu au dernier championnat du monde AIDA, là, qui était il n'y a pas très longtemps,
c'est triste à dire, et je leur en ai parlé, hein, je leur ai dit parce que ça m'inquiète aussi pour eux, mais je serais pas étonné que quelqu'un se tue dans les années à venir et que Ah, ça ça remette t'inquiète, en quoi. cause pas mal de principes de l'apnée en compétition, parce que je pense que ça peut être pratiqué super bien en compétition sans forcément se mettre en danger. Après, mais encore une fois, c'est pareil. Est-ce qu'on dirait un pilote de Formule 1 qui conduit de manière trop dangereuse et on lui permettrait pas de faire sa course? Donc c'est compliqué comme question. Chacun gère son truc, mais c'est vrai que ça impacte tout le monde quand il y a un accident aussi. Donc ouais, c'est pas Ouais, fort. Voilà. c'est compliqué parce que d'un côté, j'imagine que de leur point de vue, c'est genre ouais, bah, ils veulent pas que je progresse aussi rapidement, ils ont peur que je devienne meilleur qu'eux, no pain, no gain, enfin, c'est un peu le problème. Et justement, c'est comme tu disais, malheureusement, la philosophie de l'apnée, vu que c'est un sport d'adaptation, ça va un peu à l'encontre, quoi. Parce que si as des œdèmes pulmonaires, c'est que tu t'adaptes pas assez vite par rapport à ce que tu imposes. Ouais. Voilà, et puis c'est surtout, je voudrais pas que ça banalise ça et qu'ensuite les gens, parce que tu peux faire des œdèmes pulmonaires si tu pousses, etc., beaucoup moins profond que ça. Donc, je voudrais pas que ça banalise auprès d'une certaine génération d'apnéistes et que ça redevienne un peu l'approche d'avant, hein. Tu vois des reportages d'il y a une quinzaine d'années sur les premières compétitions d'apnée officielles, etc., avec des gens qui reviennent d'entraînement, qui crachent un peu de sang et qui font ah, c'est normal, c'est le début de la saison, tu vois. Mais et depuis qu'il y avait eu cet accident mortel, ça avait vraiment changé. Peut-être parfois même un peu trop précautionneux. On me disait tu fais un squeeze, enfin tu craches un tout petit peu de sang, même si c'est minuscule, tu dois pas plonger pendant 3 mois, etc. Peut-être ça c'était un peu exagéré, mais de là à revenir dans l'excès inverse, ça m'inquiète un peu comme tendance. Justement, est-ce que tu as déjà pensé au plong alors aujourd'hui, toi, ta discipline de prédilection, c'est le free immersion, si je dis pas de bêtises. Donc, Mhm. tu descends en te tirant sur le câble et tu remontes en te tirant sur les câbles, avec les mains. Est-ce que Mhm. tu as déjà pensé à faire, par exemple, du no limit et peut-être travailler justement la profondeur comme ça pour avoir des adaptations pour ensuite, je sais pas, mais Alors, il y a beaucoup de gens qui font ça. Alors, soit du no limit, soit du poids variable, donc descendre avec un poids et remonter par toi-même. Euh, alors, il y a des gens qui travaillent là-dessus pour leur compensation, pour équilibrer les oreilles, la pression dans les oreilles, parce que bah, du coup, ça te permet d'être focalisé que là-dessus, alors que tu n'as pas fait d'effort, que tu es plus relax, etc. Euh, Moi, bah alors, le no limit, pour moi, ça implique tellement de matériel, etc., que je trouve ça dangereux. Euh, et du coup, tu j'aime pas penses en faire. Tu penses qu'il y a des gens qui vont se réattaquer au No Limit? Parce que là, aujourd'hui, le record, il est là, ça fait un moment qu'il est là, et j'ai l'impression qu'il n'y a personne vraiment que ça Écoute, intéresse. je pense pas. Non, parce que même ceux que ça intéressait encore, ils sont d'une génération précédente, hein. Par exemple, il y avait Stavros en Grèce qui avait un record du monde de poids variable et qui s'entraînait pour le reprendre et il a eu un gros accident, donc il s'en est sorti très bien, etc. Mais il Alors, a failli juste y rester, pour nos du coup, il a auditeurs, décidé d'arrêter. Ouais. ouais, pour nos éditeurs, le No Limit, c'est en fait, alors tu descends le plus profond possible, quel que soit le moyen utilisé, c'est-à-dire, bah, je crois que c'est n'importe quel matériel, en fait, d'une Alors, certaine bah, en manière. fait, le no limit, maintenant, ça se pratique, on a ce qu'on appelle une sled, hein, comme c'est une espèce une gueuse, voilà, en français, pardon. Une gueuse, Une ouais. gueuse sur laquelle tu t'installes, donc t'es ou à genoux ou même assis ou dessus, debout, et que tu tiens, et qui va glisser le long de la corde, donc qui est laissée, et ça va descendre très rapidement. Et donc ça te permet par exemple de descendre en plus la tête en haut, ce qui facilite la compensation des oreilles. Et puis ça te permet de descendre très vite sans faire le moindre effort. Et ensuite, généralement, tu as un système de contrepoids ou un système avec un ballon. Tu as une bouteille qui t'attend, qui est sur la gueuse et au fond, tu t'ouvres la bouteille, ça remplit un ballon d'air qui te ramène à la surface rapidement aussi. Donc, c'est descendre et remonter sans le moindre effort. C'est le challenge, c'est plus l'adaptation à la pression sous l'eau pour pas se blesser, arriver à compenser les oreilles jusqu'au fond
et c'est tout, parce que finalement, c'est des plongées, même pour des plongées très profondes, assez rapides. Mais je pense pas que quelqu'un va s'y attaquer incessamment sous peu. Euh, Herbert Nietzsche, celui qui a fait le record, qui est quand même à 214 mètres aujourd'hui, justement en battant son propre record, il a eu un accident à l'époque qui a mené à, à un AVC, hein, donc il a encore quelques séquelles, beaucoup moins, mais il replongera pas comme ça. Ensuite, Stavros, il a eu un gros accident aussi et du coup, il a décidé d'arrêter. L'autre ténor de la discipline, c'était Andrea Zuccari, un apnéiste italien, et qui est décédé il y a très peu de temps, pas dans un accident d'apnée ou autre, mais du coup, qui n'est plus là pour faire du no limit non plus. Et il y a quelques personnes hein, qui font du no limit à 100 mètres ou plus, mais de là à aller à 200 et quelques. Et la lourdeur du setup, donc le coût financier aussi de mettre ça en place et les risques font que je pense pas que qui que ce soit ait vraiment envie de s'y attaquer pour le moment. Puis après, il y a des gens qui aiment bien ça, mais moi personnellement, je trouve pas ça fun du tout. Enfin, on sort de l'aspect sportif pour arriver dans un côté plus technique. Alors, il y a aussi l'adaptation, la physiologie, mais ça me plaît moins, C'est moins naturel, quoi, d'une personnellement. certaine manière. Ouais. Ouais. Euh, alors, question qui est un petit peu différente. Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment une différence entre respirer par le nez et respirer par la bouche pour toi, dans le cadre d'une inspiration, etc. Parce que c'est vrai que la problématique quand tu fais de l'apnée, c'est que tu as besoin d'avoir un masque pour... alors, la plupart du temps, on s'entend, tu respires par la bouche. Quand tu as un tuba, tu respires par la bouche, etc. Est-ce que tu Ouais. penses que du coup, on perd et que pour toi, quelles sont les différences entre une respiration par le nez et par la bouche? Alors, je suis pas un grand spécialiste du sujet de euh, l'oxyde nitrique, NO, mais c'est quelque chose qu'on sécrète, enfin, qui va, quand on respire par le nez, qu'on va avoir, et ça peut permettre, il peut y avoir des bénéfices physiologiques pour l'apnée, euh, comme une meilleure vasodilatation dans les poumons, etc., si j'ai bien compris. Après, je suis pas sûr que ça fasse une énorme différence sur une plongée comme ça. Moi, je sais que ouais, je ne respire quasiment, je respire par le nez pendant la minute où peut-être je me prépare sur la ligne, mais ensuite je mets mon pince-nez le temps de, même pour les 3 minutes où je respire avant. Donc, je Et respire d'ailleurs, exclusivement par la bouche. Par tu contre, j'ai disais que tu l'impression, moi, respirais, quand même, tu en disais que tu respirant par la respirais, bouche, tu disais que tu pardon. respirais par le tuba sur les 10 premières minutes, mais quand Ouais. tu respires pour ta plongée, tu te mets sur le dos et tu respires par la bouche à l'air libre, non? Ouais, moi je suis pas vraiment sur le dos, moi je me mets vertical. Alors je prends une frite de piscine là pour pouvoir me maintenir bien vertical, être bien confort et pas faire d'efforts. Euh, Il y a des gens qui s'assoient dessus, il y a des gens qui font sur le dos. Euh, mais effectivement, je préfère. Par le tuba, tu peux pas inspirer aussi bien et aussi profond déjà. Et puis il y a l'espace mort du tuba, qui est l'air qui est dans le tuba, qui est pas complètement négligeable, que tu réinspires à chaque fois et qui est un petit peu plus chargé en CO2 vu que c'est de l'air que tu as déjà expiré une première fois. Et pour ces raisons-là, je préfère respirer vraiment à l'air libre. Mais j'ai l'impression qu'à l'air libre, on arrive quand même à prendre plus d'air par la bouche que par le nez. Et puis, il y a quand même moins de respirants, de résistance. Alors après, ça dépend peut-être des gens. Moi, j'ai de la résistance par rapport à la bouche quand je respire par le nez. Et du coup, je préfère prendre ma dernière grande inspiration par la bouche. Et la dernière grande inspiration, je pense qu'à peu près tout le monde la prend par la bouche. Après, il y a des gens qui ont comme stratégie de respirer par le nez presque jusqu'au dernier moment et de mettre le pince-nez au dernier moment avant de prendre leur dernière grande inspiration. Ok, intéressant.
Quels seraient, pour toi, des objectifs réalisables pour, on va dire, 80 de la population en termes d'apnée, que ça soit en termes de statique ou en termes de profondeur pour les gens qui veulent commencer et qui se disent, tu vois, comme on disait: «Ouais, moi je peux que rester 30 secondes, c'est impossible que je fasse plus», toi, vu que tu as coaché, des dizaines, voire des centaines de personnes, qu'est-ce que tu vois généralement, assez Écoute, fréquemment? c'est bien simple. Sur notre cours débutant, qui dure 2 jours et demi, l'objectif, c'est de pouvoir retenir sa respiration au moins 1 minute 30 et de pouvoir descendre confortablement au moins à 12 mètres de profondeur. Je dirais qu'on a un taux de succès pour les gens qui le prennent juste en 2 jours et demi de 70-75%. Après, il y a des gens, ça peut prendre un peu plus de temps, soit parce ils ont un peu plus de passif avec l'eau, ou ils sont un peu plus stressés, ou parce que la compensation des oreilles prend un peu plus de temps à mettre en place. Il y a des gens qui le font naturellement, et il y a d'autres gens qui doivent l'apprendre vraiment. Et ça, comme c'est un peu plus technique, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais quelqu'un qui prend ce temps-là, même s'il a des difficultés avec les oreilles au début, je dirais, et qui dédie une pratique un tout petit peu régulière, hein, même, tu vois, 1 à 2 fois par semaine, comme tu ferais un sport, hein, pendant une année. Mais je dirais qu'avec, pareil, les bonnes recommandations, le bon coaching, n'importe qui, plus de 80% de la population sera confortable à 20 mètres, pourra retenir sa respiration au moins 3-4 minutes. Euh, ouais, généralement, là, quand je dis que pour le cours débutant, c'est 1 minute 30, ça, c'est un peu le requirement du cours, mais la plupart des gens, ils vont faire 2-3 minutes, parfois même plus, juste en une session d'initiation. Bon, bah, va falloir que je m'entraîne un peu parce que moi, les 4 minutes, elles étaient difficiles déjà, donc Ah oui, mais 4 minutes, on ouais. n'est plus à 2 ou 3 minutes, hein. 4, c'est pour les gens qui ont beaucoup de facilité, mais après, pareil, et ça va pas dépendre de ton niveau de fitness, en tout cas au début. Au début, ça a tellement plus à voir avec la relaxation et l'esprit, enfin, et le mental, que finalement, le côté physique, notamment en statique, hein, particulièrement, au début, dans la progression, passe complètement derrière. Alors, pour peu qu'en Ouais. plus tu sois un peu souple, ce qui n'est pas toujours le cas au niveau de la cage thoracique des gens qui font beaucoup de musculation, parce que quand on fait beaucoup de musculation, on s'étire, si on fait ça bien, mais on s'étire principalement quand même les membres, la colonne, mais beaucoup moins la cage thoracique spécifiquement. Et du Bah, coup, tu sais on que a tendance j'ai eu à beaucoup de avoir la cage thoracique un peu plus rigide. ouais, mais tu sais que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte ces dernières années et ça m'a posé des problèmes, par rapport à mes épaules, en fait, d'une certaine manière parce que, vu que ma cage thoracique, elle était un petit peu trop compressée et que le seul moyen, en fait, heu, je sais pas comment on dit en français, de expand, la cage thoracique, Ouais. développer la cage thoracique, c'était via la respiration et que avoir une cage thoracique qui est justement un petit peu plus développée, ça permet des omoplates qui bougent mieux sur la cage thoracique et ensuite avoir des épaules qui bougent mieux également. Et je fais beaucoup de travail de respiration, mais justement dans ce cadre-là, pour travailler plus sur la mobilité de ma cage thoracique, etc. Et ça m'a fait un bien incroyable, quoi. Ouais, je pense de la respiration comme ça, avec pourquoi pas même un peu de ce qu'on appelle la carpe, rajouter un tout petit peu d'air dans les poumons après l'inspiration pour étirer même un petit peu plus, à faire avec beaucoup de modération et très progressivement. Ça peut aider. Il y a aussi quelque chose qui aide beaucoup, notamment pour les côtes. Alors, tu vas connaître le nom beaucoup mieux que moi, mais celle qu'on a, enfin, dans le Côte dos, flottante, dans ouais. le haut du dos, tu vois, parce que finalement, quand on respire, on pense toujours que la cage thoracique, c'est vers l'avant seulement, parce que c'est la partie qu'on voit, mais en fait, elle s'étire, une grosse partie de l'air qu'on prend, 360 degrés, ouais. Ouais, l'étirement, il se fait derrière. Et d'avoir cette partie-là souple, c'est pas mal. Et pour ça, bah, c'est très tendance en plus, mais en apnée, c'est pas juste pour une tendance, c'est faire des étirements avec ces ponts là pour le dos, tu sais, avec une courbe. Ça aide beaucoup aussi. Et tu peux justement, en plus de juste faire l'étirement, t'entraîner à prendre des grandes inspi dessus, les tenir un petit c'est ça. peu, etc. Ça aide pas mal aussi.
Si tu veux faire passer ton physique au niveau supérieur et libérer tout ton potentiel, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que dirais-tu d'une mini formation offerte sur la construction musculaire, la perte de graisse et comment devenir plus fort? 17 leçons directement sur ta boîte mail. C'est disponible dès maintenant. Il suffit de te rendre sur le lien dans la description de ce podcast ou sur ma bio Instagram. Bonne fin d'écoute. Je sais pas si tu as vu, il y a justement, il y a un bodybuilder qui est enfin, un ancien bodybuilder, un peu influenceur qui s'appelle Tavi Castro, sur les réseaux et qui s'est mis à l'apnée il y a moins d'un an. Il a posté une vidéo, il y a quelques temps où il descend tout en bas du Dive Dubai là, qui est à 60 mètres je crois et j'étais assez impressionné que quelqu'un arrive, enfin, tu vois, il a vraiment un physique de bodybuilder, il arrive à aller à 60 mètres en si peu de pratique. C'était assez impressionnant pour moi, pour montrer qu'il y a certains indices. Et il a commencé l'apnée à 35 ans ou un truc comme ça, tu vois, donc c'est fou, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut pas se mettre de limites et pas avoir trop d'idées préconçues. Effectivement, la première fois qu'on essaie l'apnée, on sort de sa zone de confort parce que, mais c'est plus mental qu'autre chose, physique, finalement. Et l'idée, pour avoir une progression agréable et performante en apnée, c'est d'avoir une approche très soft. Euh, pour avoir une adaptation, il n'y a pas besoin d'être super dans le dur dans l'adaptation. Il y a besoin de passer le seuil d'adaptation, tu vois, mais C'est plein de fois. c'est exactement la même chose en musculation, hein. Être régulier en fait dans ce stimulus. T'as pas besoin d'un stimulus qui est hors norme à chaque fois, mais juste suffisamment pour que tu aies une adaptation et que ensuite tu deviennes meilleur, quoi. Et au contraire, le stimulus, s'il est hors norme, il peut être traumatisant à la fois pour le Exact. mental et à la fois pour le côté physique. Et du coup, c'est là que parfois on ralentit sa progression justement en essayant, en voulant en faire trop, en poussant un peu trop. Et même quand on retient sa respiration, finalement, pour progresser, tiens, pour progresser vers 4 minutes et plus, ben, l'idée, c'est de faire plein d'apnées, mais où on va pas forcément très loin dans l'envie de respirer, où on va dans l'envie de respirer, et du coup, on peut avoir des sessions entières d'entraînement statique qui sont pas désagréables du tout. Alors tu te dis, tiens, je vais retenir ma respiration tout le temps, etc. Ça va être horrible, mais finalement, ça peut être très agréable. Alors, j'ai fait plus de 4 minutes grâce à tes coachings d'ailleurs, mais maintenant, il faut que j'arrive à 7 minutes pour que je sois à peu près à ton niveau. Je pensais à un truc, je repensais au bodybuilder et ça m'a fait penser à une question. Je sais que toi et moi, on est très fans de Coca Zéro parce qu'on avait cette discussion et le Coca Zéro, ça contient de la caféine. Ça, c'est quelque chose qui aussi m'impacte négativement, entre guillemets, sur mes plongées. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu, tu vois, en testant. Mais je voulais parler un petit peu par rapport, alors pas forcément des stimulants, mais des produits dopants. Est-ce qu'il y a des choses parce que je sais qu'au niveau pro, il y a des tests quand même, mais est-ce que tu penses il y a quand même des choses qui permettent à certains athlètes de se pousser plus que... Alors, bah, là, tu arrives dans un sujet très brûlant pour la communauté de l'apnée en ce moment. Il y Je a suis là pour ça, effectivement des moi. produits dopants il y a des produits dopants I didn't qui get peuvent that. marcher Could you try et qui again? marchent très bien. Et on a une grosse suspicion que pour certains, ça marche même exceptionnellement bien. Et, euh, et on a eu des apnéistes là qui se sont... Alors, dans le statique, on avait eu des apnéistes qui s'étaient fait contrôler positif au bêta-bloquant. Mhm. Ça permet de ralentir le rythme cardiaque et en statique, tu vois bien les bénéfices. Après, pour la profondeur, faut quand même remonter de la plongée hein, par tes propres moyens. Donc, avoir un rythme cardiaque trop bas et être trop amorphe, voilà. Après, en statique et en dynamique, ça c'est la distance sous l'eau, mais pas en profondeur. C'est très. Il y a beaucoup de gens qui prennent des benzodiazépines parce que c'est pas sur la liste WADA de l'Agence mondiale antidopage, parce que dans la plupart des sports, dans quasiment tous les sports, ça peut pas vraiment aider. Alors ça peut aider à gérer la douleur, mais ça a quand même d'autres côtés qui font que après, j'ai vu des vidéos de gens qui, même avant leur plongée profonde, ils avaient du mal à te parler de manière cohérente tellement ils étaient défoncés. Euh, il y a notamment un organisateur de compétition qui a... Alors, c'est ça qui est un peu brûlant, c'est que la manière dont ça a été fait est presque un petit peu trop agressive, mais
il y a deux des apnéistes, dont un qui fait des records mondiaux en ce moment régulièrement, qui ont été contrôlés avec alors beaucoup de benzodiazépines dans leur bagage et au moins un diurétique qui lui est sur la liste WADA et aussi du Viagra parce que le Viagra, bah, ça peut aider pour l'apnée. Le Viagra, c'est un Ça te, vasodilatateur et une des grosses ça te donne adaptations ça te donne un gouvernail, de en fait, c'est ça? Ouais, alors on pourrait dire ça, mais ça va être plus que, ben, finalement, ce qui se passe, cette vasodilatation des vaisseaux sanguins dans les poumons pour t'adapter à la profondeur. En fait, quand tes poumons deviennent tout petits, tous les vaisseaux sanguins autour des alvéoles et dans les poumons, ils vont gonfler pour venir prendre l'espace. Parce que s'il n'y a rien pour venir prendre l'espace, ben, ça va se déchirer ou tu vas te blesser les poumons. Et, euh, et en fait, le vrai nom d'ailleurs de ce phénomène, ça s'appelle l'érection pulmonaire parce que c'est une vasodilatation. Alors, c'est pas des corps caverneux comme pour l'usage habituel, mais au final, le Viagra peut certainement aider là-dessus aussi. Et du coup, il y a une énorme polémique en ce moment. On a un peu comme pour la boxe, on a deux agences de compétition dans le monde qui organisent des compétitions d'apnée, AIDA et CIMAS. CIMAS a décidé de bannir ses athlètes, en tout cas jusqu'à la fin de l'investigation, alors qu'AIDA les a autorisés à participer à leur championnat du monde, ce qui bien sûr a fait, et c'était la semaine dernière, donc a fait une énorme polémique. Euh, on verra ce que les investigations officielles par les agences vont donner. C'est quand même un pas dans la bonne direction parce que ça l'a mis en lumière et surtout, CIMAS a décidé, parce que CIMAS c'est quand même l'agence qui dépend des gouvernements dans la plupart des pays, donc qui, à mon sens, est appelé à un moment donné à devenir la référence pour les championnats du monde. Enfin, c'est en train de le devenir déjà. Ils ont décidé d'interdire les benzodiazépines sans que WADA le fasse, parce que ils estimaient que WADA, l'Agence mondiale antidopage, avait un peu trop de pression certainement des laboratoires pharmaceutiques qui voulaient pas que ça ouvre la porte à l'interdiction dans d'autres sports, etc. Donc, ils ont décidé de manière unilatérale de l'interdire dans leur compétition au même titre que les bêta-bloquants, le Viagra, le composé actif du Viagra, euh, Sylphane et Denil, quelque chose comme ça, dans leur compétition. Donc déjà, ça c'est un premier pas. Parce que, bon, moi après, tu vois, les produits officiellement interdits sur l'agence antidopage, je ne sais pas s'ils en ont pris. Il y a des grosses suspicions quand même. Le PO, hein, en période de training, bien sûr, ça va aider. Parce que développer une force maximale supérieure, ben, ça aide parce que ça te permet de consommer moins d'oxygène pour le même mouvement. Donc, ça aide en apnée. On n'a pas forcément cette vision-là, mais les apnéistes, alors beaucoup d'apnéistes, pas moi, mais c'est pour ça que quand tu vois les champions comme Alexei Molchanov ou les Croates, etc., c'est tous, ils pourraient presque être bodybuilders, certains. Donc, Mais tu euh, penses, mais le muscle, il est quand même, il est consommateur d'oxygène, donc il doit y avoir quand même un rapport poids-puissance qu'il faut pas dépasser, non? ouais, mais ils consomment quand même moins d'oxygène au final. Ok, donc ça veut dire Et que je donc, peux. notamment ceux qui font du dynamique et du sans palme. Et puis, avoir une capacité anaérobique très forte, c'est important aussi pour l'apnée. Et ça, bien sûr, tu as des produits dopants qui, en période d'entraînement, peuvent t'aider. Et comme on n'est pas encore un gros sport, alors il y a des tests dans les championnats du monde, il y a quelques pays où il y a aussi des tests euh, aléatoires, mais très peu. Et du coup, finalement, sur tes périodes d'entraînement, si tu sais t'y prendre, j'imagine que tu peux faire ce que tu veux. Et puis pendant les compétitions, moi j'en ai vu prendre 2 Valium avant d'aller faire une plongée profonde. Et je leur ai dit, mais un jour tu vas te cartonner, tu sais pas l'effet que ça va avoir sous la pression, etc. Euh, mais bon, c'était pas officiellement interdit à l'époque. Après, pour moi, la définition du dopage, c'est quand même de prendre une substance dont ton corps n'a pas besoin naturellement pour augmenter ta performance. Hmm. Voilà. Et ça répond à cette définition. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le cyclisme, il y a des produits qui sont interdits et qui sont déclarés comme dopants a posteriori. Donc, on va voir aussi après l'investigation si CIMAS va leur prendre leur record ou pas, va les déclarer aussi interdits a posteriori. Moi, à mon sens, ça reste du doping, mais bon,
C'est, Ouais, mais dans ce cas-là, c'est vrai qu'on pourrait le dire pour d'autres sports aussi où c'est autorisé, ça fait passer la douleur, donc tu pousses un peu plus. Mais là, on parle quand même d'un sport où c'est les poumons que tu t'abîmes et où bah là, il peut y je avoir sais des pas si tu as conséquences. suivi, mais il y a 2 semaines, je crois, le tramadol a été rajouté justement à la liste Ouais, WADA, qui était vachement utilisé dans les sports d'endurance pour justement pousser la performance un peu plus loin parce que la tolérance à la douleur était plus importante. C'était intéressant. exactement. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se faire toper là-dessus parce qu'ils vont pas tu vois, ils vont prendre un générique ou un truc comme ça s'ils ont un pépin et ils vont pas forcément se rendre compte. Et la demi-vie est super longue du tramadol, hein, si je dis pas de Mm. bêtises. Donc, ça va être potentiellement problématique. Ok, super intéressant. Par contre, les diurétiques, pourquoi tu aurais intérêt à prendre un diurétique en termes d'apnée? Et bah, peut-être pour masquer d'autres produits dopants. J'en sais rien. Ah, d'accord, ok, ok. Mais Ok, ouais, les ouais, c'est pas bête, diurétiques ouais, ouais. sont souvent utilisés comme Comme pour masquer agent masquant, ouais. d'autres Ah, ouais, produits, ouais. hein, donc Ouais, j'avais pas pensé à ça. Ok. Euh, une des dernières questions que j'avais pour toi aujourd'hui, alors je me rappelle, tu postais des plongées incroyables à mes yeux où tu sais, tu travaillais en fait des statiques mais en profondeur pour essayer d'estimer à combien tu pouvais descendre, tu sais, avec tes graphiques là, tes espèces de V là ouais. qui étaient Oui, ça géniaux. c'était plus pour expliquer comment ça se faisait, mais oui, effectivement, j'aime bien simuler des plongées plus profondes en restant au fond. Alors, pour que ce soit une vraie simulation, il faut que ce soit quand même relativement proche de ce que tu veux simuler. Euh, mais c'est aussi pour le côté mental et pour me donner la confiance, mais aussi parce que bah, aller ultra profond tous les jours, à un moment donné, tu vois, tu demandes pas à un sprinter de faire un 100 mètres au max de ses performances tous les jours pour l'entraînement, tu vois. Il va faire des drills, des tours de piste différents, etc. Et là, c'est un peu comme ça que je le vois, c'est-à-dire que tu descends suffisamment profond pour que vraiment tu travailles quand même ton adaptation à la profondeur, etc. Sur des temps similaires, voire qui excèdent un peu les plongées qui sont tes objectifs. Et puis surtout, ça te permet de te dire, bah, imaginons, je fais un agachon, je reste à 100 mètres pendant un certain nombre de secondes, euh, je descends vraiment à la vitesse où je ferai ma plongée normale. Donc ça me permet de me dire, une fois que j'ai fait toute cette descente, je peux jauger dans quel état de relaxation je suis et surtout me rassurer et me dire, tiens, même après 100 mètres comme ça, je peux me détendre. Donc, ça veut dire si potentiellement je peux me détendre, je peux vraiment continuer la plongée aussi. Et voilà, ça me permet à la fois de varier les entraînements et de pas être toujours dans la super performance parce que sinon tu risques de te fatiguer et physiquement et mentalement. Et en même temps, ça fait quand même des plongées bien profondes où tu travailles bien beaucoup d'autres choses. Et notamment aussi l'accoutumance à cette narcose qui perturbe tes facultés intellectuelles. À la fois, tu travailles l'accoutumance, mais dans mon cas, c'est aussi que j'aime beaucoup ça. Donc, Ouais. donc j'aime bien aller faire des statiques au fond. Oui. Alors, les gens, ils se rendent pas compte, mais tu as posé des trucs où tu restais 1 minute à 90 mètres. Moi, ça me paraît complètement fou. Mais tu penses à quoi quand t'es à 90 mètres là et que tu te poses en bas et que tu chill là pendant 1 minute? Ben, ben T'es justement, en fait, bien? je ressens petit à petit la montée de la narcose. Alors, la plupart du temps, moi, j'aime bien un peu compter dans ma tête. Ça me permet de garder un petit peu un repère. Je compte les secondes. Parfois de 1 jusqu'à 60 si c'est 1 minute, parfois de 10 en 10 comme ça, mais pour avoir un peu une routine, tu vois, et être capable de garder le focus sur quelque chose malgré la narcose qui monte, parce que plus tu restes, plus tu la sens. Et, euh, et alors, de temps en temps, je saurais pas te dire exactement lesquels, parce que justement, comme tu es un peu high, tu te souviens pas forcément bien de tout. Et puis, c'est des grosses plongées, donc tu arrives en haut, même sans faire de syncope ou autre, tu quand même pas au maximum de l'oxygène que tu as. Donc, ton cerveau, il fonctionne pas tout à fait comme d'habitude. Donc, je me rappelle pas forcément toujours de à quoi je pense. Mais je sais que parfois j'ai des pensées, enfin je pars un peu dans des délires, mais dans mon cas, ils sont toujours très positifs, donc c'est pas un souci. Je sais qu'il y a des gens, la narcose, pour eux, ça peut être parfois anxiogène ou autre. Mais pour moi, c'est un bon moyen de travailler aussi ouais, mon accoutumance et de rester là-bas
Et oui, cette année, j'ai même fait mon premier statique à 110 mètres. Je suis resté 30 secondes et c'était T'es un assez malade. hallucinant mentalement ce qui s'est passé. Mais Dans un est-ce que autre tu monde. dirais, est-ce que tu dirais que tu es à la limite de la conscience quand tu es, quand tu à ce niveau-là ou pas? Ah non, quand même, non, non, je suis quand même bien conscient, mais après, c'est sûr que quel niveau de conscience, tu vois, je l'ai pas fait sur ces grosses plongées-là, mais j'ai déjà mesuré, par exemple, sur un statique à 80 mètres, mon rythme cardiaque, il descend à 27, 28, donc j'imagine que tout est au ralenti et incluant ton cerveau, et puis petit à petit, avec cette narcose qui monte en plus, tu as vraiment des schémas de pensée un peu différents. Et d'ailleurs, quand tu fais de la plongée bouteille, on te fait faire pour voir ta résistance à la narcose, on te fait faire des calculs mentaux très simples Mentaux. au fond. Et généralement, les gens, parfois, ils ont l'impression qu'ils ont répondu tout de suite. Et voilà. Et par contre, en plongée bouteille, bon, tu peux avoir des narcoses encore plus fortes. Ça m'est déjà arrivé de parler avec un homard, tu vois, sans me rendre compte. Donc, ça peut aller loin. En apnée, c'est pas forcément aussi fort, mais le truc, c'est que tu la gardes pendant la remontée. Et pendant la remontée, en même temps, tu commences à avoir le CO2 qui vient perturber ça et qui vient ajouter à la narcose. Vers la fin, tu es un peu plus bas en oxygène, donc pareil, ça perturbe. Donc, il t'arrive d'arriver à la surface et tu es conscient, mais tu es un peu ailleurs aussi. Tu regardes à travers les gens. Et quand tu fais des plongées comme ça, tu fais un travail de visualisation ou tu fais vraiment le vide dans ta tête comment ça se passe pour Pendant la toi? plongée? Ou en préparation à la plongée ou ouais, pendant la Alors, plongée? je fais souvent des visualisations en préparation dans les jours qui précèdent et de manière régulière. C'est une partie de ma routine mentale. Après, pendant la plongée, c'est plus vraiment se retrouver dans la zone. Il y a une autre manière de, de le voir aussi et qui a été développée en Russie, mais finalement c'est le même principe. C'est aussi ce qu'on appelle la déconcentration de l'attention. Euh, bah, tu as beaucoup de choses à gérer pendant une plongée. Il faut que tu gères ta trajectoire hein, pour rester bien en face de la ligne sans la toucher et être bien vertical. Pour avoir la meilleure vitesse possible, il faut que tu aies la meilleure technique possible. Il y a la compensation des oreilles, il y a savoir où tu en es dans ta plongée, il y a comment tu te sens, il y a... et du coup, tout ça, il faut que tu arrives à déconcentrer ton attention sur tout ça à la fois. Il y a des exercices aussi à faire hein, pour s'entraîner, mais et en fait, finalement, quand tu es dans le flow, dans la zone, comme on dit, finalement, c'est cet état-là. Et, et quand il se passe ça, l'hémisphère gauche de ton cerveau se ralentit, mais de manière drastique. Et d'ailleurs, c'est important que ça fasse ça parce que quand tu es à partir d'une certaine profondeur, hein, tu utilises le fait que tu coules pour ne plus rien faire et juste attendre d'arriver au fond. Et dans cette partie-là, quand tu es en plein repos, ton cerveau, c'est quand même 20% de ta consommation d'oxygène. Donc, si tu arrives à le mettre en veille, ça aide, mais c'est pas le mettre en veille comme on peut s'imaginer. Parfois, je pense à rien, ou déjà, on ne peut pas ne penser à rien. Par contre, on peut choisir à quoi on pense. Donc, on peut choisir de penser à que des choses positives et on peut choisir de déconcentrer son attention comme ça. Et donc, quand ton hémisphère gauche se met en veille, ça a plusieurs effets. C'est l'hémisphère responsable pour le dialogue, mais ça veut dire aussi pour le dialogue interne. Hmm. Donc déjà, tu vas avoir moins de pensées où tu te parles en disant, oh, il y a ci, il y a ça. Non, tu vois, même que ce soit la profondeur, la compensation des oreilles, tout ça, c'est juste des paramètres, mais qui sont pas du tout émotionnels ou autres. Justement, tu as une perte de ce côté émotionnel des choses. Les études montrent aussi que tu es capable de réagir plus rapidement parce que pas de manière émotionnelle à une situation imprévue. Et ça a aussi un impact sur ta perception du temps. Moi, ce qui m'arrive souvent, et à la descente, alors il y a un côté aussi accentué par la narcose, hein, mais parfois il m'arrive de remonter d'une plongée très profonde, de penser que je suis à 80 mètres à peu près, tu vois, sur la remontée, mais en me sentant bien, hein, en me disant, allez, encore 80 mètres. Et puis je vois l'apnéiste de sécurité en face de moi, donc je réalise qu'en fait je suis à 30, 20 mètres. Et il y a une partie de la plongée qui a un peu disparu.
Euh, et, euh, mais voilà, parce que justement, ton attention, elle est sur d'autres choses et elle est complètement. Et d'ailleurs, quand tu atteins là, ce niveau-là, même ta vision, si tu as les yeux ouverts, par exemple, tu sais, c'est quand tu regardes à travers les choses. Mais Mm. la déconcentration de l'attention, il y a plein de petites activités qui nous permettent de l'avoir. Regarde, quand tu joues à un jeu vidéo, que tu as l'impression que ça fait 10 minutes que tu regardes ta montre, c'était il y a 1 heure, bah oui, et t'étais pas concentré juste sur une chose, t'étais sur tout le jeu, tu vois. Il faut voir les ennemis ici, sauter, etc. Et quand tu fais, je sais pas, de la slackline, là, marcher sur une ligne en équilibre, etc. Finalement, quand tu y arrives bien, bah, tu te rends compte que voilà, tu étais juste concentré sur ce que tu faisais quand tu le faisais, mais de manière uniforme sur toutes les choses que tu faisais et non pas juste sur un point. Bah, bien sûr, pour arriver à ça, il faut de la pratique et mentale, mais surtout aussi beaucoup de pratique de ton activité, du geste, parce que pour arriver à ça, il faut qu'il y ait un certain degré d'automatisme. Ouais, Regarde, d'habitude, ouais. quand tu as appris à conduire, ben, les premières fois, tu savais pas comment faire, donc tu savais pas faire. Ensuite, on t'a dit comment faire, et même en essayant de le faire en te concentrant, tu calais, ça marchait pas. Et puis après, ben, en te concentrant sur les points particuliers, tu arrives à le faire. Et puis maintenant, certainement que tu conduis en téléphonant à ta mère et en mangeant un sandwich et en écoutant la radio. Faut pas le faire, mais au final, tu vois, tu le fais sans y penser. Et parfois, tu peux conduire pendant 15 minutes et t'as pas vu le temps passer parce que juste tu conduisais. Et du coup, pour toi, ça vient par ce principe de répétition et d'entraînement, ou est-ce qu'il y a des exercices spécifiques que tu fais pour apprendre à te déconcentrer, entre guillemets? Ah non, il y a aussi des exercices spécifiques que tu peux faire. Alors, il y a des exercices visuels, il y a des exercices aussi euh, basés sur ce que tu entends, sur ce que tu ressens. Il y en a qui sont, il y en a beaucoup qui sont quand même très ressemblants et basés sur la méditation de pleine conscience, hein. Et ça commence notamment par la méditation en étant focalisé juste sur sa respiration. Et tu vois, et c'est ça que je fais au final juste avant de plonger, hein, ces 3 minutes, c'est une méditation qui me permet d'atteindre cette attention des concentrations. Et après, le reste, les gestes, c'est de l'autopilote. Et il y a juste garder, maintenir cet état mental où tout n'est qu'un paramètre. Et tu vois, on me demande souvent, ah, mais à partir de quelle profondeur tu as envie de respirer? Est-ce que c'est à la descente? Est-ce que c'est à la remontée? Etc. Bah, si je fais un peu attention, je vais arriver à te dire, mais je saurais, tu vois, ces fameuses contractions ou autres qu'on peut avoir et qui parfois peuvent te faire sentir, bah, ça devient juste un paramètre parmi d'autres. Donc oui, bah, je l'enregistre. Tiens, oh, j'ai eu une contraction, mais de la même manière que tiens, j'ai compensé mes oreilles une fois de plus, que tiens, j'ai fait 10 mètres de plus, ou voilà. Et tout en même temps, sentant l'eau sur ton visage, la vitesse, gérant ta trajectoire, tout ça se mélange et ton attention est déconcentrée sur tout à la fois. Et ouais, la méditation, ça aide. Après, il y a aussi des méditations un peu plus actives et spécifiques qui peuvent aider. Il y a plein d'exercices à faire. Ouais. Bon, si ça vous a pas donné envie de faire de l'apnée avec Thibaut aux Philippines, je sais pas de quoi vous avez besoin. Tes oreilles, tu les travailles à sec ou t'as pas besoin parce que tu es tout le temps dans l'eau? Alors, Pour bon, ta j'ai pas besoin compensation? parce que j'ai des oreilles un peu magiques, pour être honnête. J'ai pas trop de Voilà, mérite. ouais, tu sûr, Euh, tricheur. voilà. Tu vois, moi, même depuis que j'ai commencé l'apnée, hein, j'ai pas besoin de me pincer les oreilles pour compenser quand je descends. Je Ça, peux c'est les injuste. ouvrir à volonté. Donc c'est un peu injuste. Après, il y a quand même un côté très technique pour descendre plus profond, même quand tu as des grosses facilités. Mais en fait, je pense que moi, comme ma limitation pendant ma progression a toujours été mon mental et tu vois, ben, ma compensation a progressé plus vite. Donc, j'ai jamais eu vraiment besoin de la travailler spécifiquement parce que ben, par la répétition, ça venait. Après, les gens qui progressent un peu plus vite sur d'autres aspects, la plupart des gens, c'est quand même la compensation des oreilles pour les plongées très profondes qui les limite. Et là, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de routines à faire à sec pour aider. Et même, en fait, ce qu'on fait maintenant, quand les gens ils s'inscrivent, ils viennent nous voir pour un cours de débutants, on a un programme avec Molchanov en ligne où ils y ont accès dès qu'on les enregistre. Ouais, c'est ce que Et j'ai vu et ils c'est ont des c'est vachement bien, vidéos tu qui peux leur ouais. montrent comment compenser. Et du coup,
s'ils suivent un petit peu le programme avec les petits exercices, on passe de 75% de taux de réussite, comme on parlait, à 95%, je dirais. Ouais. Est-ce que tu crois qu'en termes de coaching, ça t'a un petit peu limité dans ta capacité à aider les gens parce que tu avais autant de facilité justement à cet aspect? Parce que moi, je sais que d'une certaine manière, je suis un bon coach dans pas mal de choses parce que j'avais beaucoup de difficultés et du coup, j'ai dû travailler beaucoup sur certains aspects. Alors, ça ne remet pas en question tout le reste, mais est-ce que peut-être que tu as dû t'entourer de personnes qui avaient peut-être justement plus de facultés à ça dans ton équipe ou quelque chose comme ça? Ouais, ben pendant longtemps, enseigner et coacher sur la compensation, ça m'intéressait pas. Et effectivement, je pense que par rapport à d'autres coachs, j'avais pris un peu de retard sur cet aspect-là. Et puis, mais assez rapidement, le fait de travailler aussi, parce qu'avant Molchanov, j'écrivais les manuels et j'étais responsable de l'éducation pour une autre agence. Le fait de travailler là-dedans et d'avoir à me poser toutes ces questions en écrivant les manuels, et puis aussi d'avoir quelques milliers maintenant d'étudiants à avoir coaché, à avoir aidé avec ça, et notamment, c'est pendant la pandémie aussi, je me suis beaucoup intéressé à ça. J'avais la chance d'avoir des gens qui étaient un peu spécialistes de ça autour de moi. J'ai beaucoup échangé avec eux et j'ai beaucoup mis en application après. Donc là, maintenant, je dirais que c'était peut-être un peu le point faible de mon coaching, mais je l'ai tellement travaillé que c'est devenu presque un point fort maintenant. Génial. Écoute Thibaut, merci beaucoup pour cette conversation, c'était passionnant. Je recommande forcément à tous nos auditeurs, si vous voulez apprendre à plonger, à faire de l'apnée dans un endroit où vous avez tout à disposition, où il fait beau et l'eau est bonne, allez voir Thibaut aux Philippines. On mettra les liens en description. Moi, je vais passer Alors, je sais que ça fait un moment que je te promets de passer te voir, mais là, ça va être fait d'ici Ah oui, peu, alors ça faisait un j'espère. moment qu'on devait faire le podcast et on le Exactement. fait. Donc les choses arrivent. Exactement. Donc, je vais venir te voir. Je vais prendre un petit peu de vacances et venir plonger un petit peu avec toi. Comme ça, je pourrais faire ton safety sur tes plongées à 40 mètres. Et Avec grand plaisir. comme ça, tu seras en toute sécurité. Exactement. Euh, je mettrai tous les liens pour retrouver Thibaut, sa page Instagram, son site internet. Si vous voulez tu fais encore du coaching à distance ou pas? Non, plus Plus trop? vraiment. Ok. Je préfère me C'était plus pendant la concentrer pandémie? sur. Ouais. Bah, Ouais. maintenant, avec Ok. le club, on a tellement de gens qui viennent nous voir. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes. Donc voilà, merci Thibaut. Et puis, Bah, et avec puis grand à plaisir. bientôt. Merci à toi. Et puis à bientôt.